pour la question du système de santé, on est capable de transformer la donne et de se servir de ce système qui s'effondre de tous les côtés, de tous ces morceaux qui sont en train de voler dans tous les sens. Vous savez, comme dans les films où il y a les immeubles qui s'effondrent, c'est en train de se passer. Hein. C'est en train de se passer. Notre monde est en train de s'effondrer proprement. Parce que c'est une crise sanitaire, mais c'est une crise de la science. C'est une crise de la science, c'est une crise sociale. Il n'y a jamais eu autant de soupes populaires à Marseille. Hein. Moi, je n'en ai jamais vu autant. Hein. Sors le soir, il y a des gens qui attendent pour réussir à trouver à manger. Il y a des gens qui n'ont plus de toit, hein, qui n'arrivent plus à se loger, qui n'ont plus de travail, etc. On est en train de s'appauvrir à vitesse grand V. C'est une crise sociale, mais c'est une crise démocratique. Il y a des gens qui votent des lois de bioéthique à 4 heures du matin, à 42 députés, à 3 heures du matin, à 40 députés, des lois qui vont concerner absolument tout le monde, sans aucune discussion, aucun dissensus citoyen. Ça va pas. Il y a un hold-up des élections, pareil, etc. On n'est plus dans un système démocratique et depuis longtemps. Vous avez remarqué, quand on n'est plus dans un système, on n'en parle jamais autant. Hein. On n'a jamais autant parlé d'éthique que quand il n'y en a plus. Hein. Il y a plein de commissions d'éthique chez Google, chez Facebook, chez Amazon. Ne vous inquiétez pas, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Par contre, le bien, le mal, ça, ouais. C'est une crise environnementale. On est en train de détruire le vivant et notre planète de manière accélérée, au nom de notre confort immédiat, au mépris du futur de nos enfants. C'est une crise médiatique. Ceux qui sont en charge de raconter les histoires, les griots en Afrique, qui forgent la culture commune, sont devenus des menteurs, des sophistes, qui nous maintiennent dans la caverne de Platon, dans la République 7. Comment sortir de cette société du spectacle? Donc, pièce par pièce, notre système est en train de s'effondrer. Il faut en faire le deuil, donner un sens, se serrer les coudes entre frères et sœurs humains pour traverser cette souffrance et se réemparer des systèmes techniques ou administrativo-techniques pour cesser d'en être les dupes, mais en redevenir les maîtres. Voilà pour tout de suite. Et...没了，它还在闪动。我靠，啥情况啊？我觉得那黑色啥呀，好怕呀！世界又不用毁灭了。你看，你看，又没了，没了耶！淡了，淡了。啊，没了呢。我靠，没了，消失了。哇，莫名的消失了。哇，莫名消失了。我去。咋回事？咋叫啥子？他叫什么？这是什么天气呀？哇靠，这个天怎么了？不是，它红的不会天上去。那天红了，天红了，不知道咋弄的，看看，你看看。昨天我们是有雾嘛，然后是低云也比较多，然后是光的一种折射现象，但是它那个光源是哪里的，就是不太清楚，就是它为什么是红的，我们也不太清楚。来得一届。咋回事？咋叫啥子？他叫什么？这是什么天气呀？哇靠，这个天怎么了？不是，它红的不会天上去。这天。钱要跑了。对。Wake your ass up because it's time to go beast mode. La perle de l'océan Indien, sous l'emprise d'un clan aussi puissant que redouté, celui des Rajapaksa. Leur mainmise est établie depuis plus d'une décennie sur l'île avec Mahinda d'abord. Il préside le Sri Lanka de 2005 à 2015.
Et son nom est à jamais associé à la répression d'une rébellion conduite par les minorités tamoules et musulmanes. 40 000 personnes au moins sont tuées en 2009. Les Nations Unies accusent le pouvoir de crimes de guerre. Le jeune frère du président Gotabaya est à cette époque-là ministre de la Défense. Il dirige les armées sri-lankaises et se prépare lui aussi à gouverner le pays. Il y parvient en 2019. Il fait de la menace djihadiste l'une de ses priorités. Il est alors érigé en héros par les nationalistes singalais. Mahinda, lui, n'est pas bien loin puisqu'il devient son premier ministre. L'alliance des frères est donc bien scellée. Le pouvoir est une affaire de famille. L'influence est consolidée à tous les niveaux. Sous la présidence de Mahinda Rajapaksa, Chamal, l'aîné de la fratrie, est à la tête du Parlement. Ancien ministre, Basile, un autre frère, est considéré lui comme le stratège politique du clan. Il est accusé de détournement de fonds publics. La relève des Rajapaksa est aussi assurée par Namal, 36 ans, à gauche de l'image. Il est le fils de Mahinda. Député lorsque son père dirigeait le pays, il n'a jamais eu de portefeuille ministériel, mais son influence est considérable. Poursuivi pour corruption et blanchiment par le pouvoir précédent, il est actuellement en liberté, sous caution. Ina pala mantor. Kuliera kainda ane umbala. Ah? Kuliera kainda ane umbala. Ballo tika. Amne ayo aranda karande ba. Berahut tak gini tiba lo. Ah? Metro aja apa cuma berahut aja udah प्रश्न lagi ना. Ah? Kau ni tiga. Carnival tak kainda tiga. Utto office चला ना जन्ने. Ini dia mula.
Des scènes de chaos en plein cœur de la capitale. Le pays est en proie depuis plusieurs semaines à de violentes manifestations. La population dénonce l'incapacité du gouvernement à faire face aux pénuries de nourriture, de carburant et de médicaments. Une grave crise économique provoquée par la pandémie qui a privé le Sri Lanka des devises du secteur touristique. Malgré des tirs de gaz lacrymogène et l'utilisation de canons à eau, les forces de l'ordre ne parviennent pas à disperser la foule. Sur ces images, un manifestant anti-gouvernement est roué de coups par des partisans du Premier ministre. Devant l'ampleur des affrontements, ce dernier a annoncé hier sa démission avec effet immédiat. C'est probablement un pas vers quelque chose de bien. Mais je pense que nous avons encore un long chemin à parcourir pour nommer à nouveau les bonnes personnes au bon poste. Les tensions restent vives à Colombo. Hier soir, des manifestants étaient toujours rassemblés autour de la résidence du Premier ministre. Compte à rebours au Sri Lanka, le pays a désormais 24 heures à peine pour se doter d'un nouveau gouvernement. Passé ce délai, l'île risque la faillite. L'économie va s'effondrer, a prévenu le gouverneur de la Banque centrale. Sous pression de la rue, le Premier ministre démissionné il y a quelques jours. Son frère, l'actuel président, s'est engagé à constituer un gouvernement d'union. Bonjour à vous, Alban Alvarez, correspondant de France 24 dans la région. Alban, tout le pays est suspendu à l'annonce de la formation de ce nouveau gouvernement qui doit arriver au plus vite. Exactement, hein. Là, le nom du prochain Premier ministre du Sri Lanka devrait être dévoilé dans les prochaines heures ou au plus tard demain matin. Et un nom semble émerger, c'est celui de Ranil Wickremesinghe. Les Sri Lanka le connaissent bien. Cet avocat de formation a déjà servi au poste de Premier ministre à 5 reprises. La dernière fois, c'était entre 2015 et 2019. Et l'éventuelle nomination de Ranil Wickremesinghe au poste de Premier ministre serait perçue comme un message rassurant aux yeux de la communauté internationale, car Ranil Wickremesinghe est vu comme un homme d'État crédible, un libéral de centre droit, un réformateur qui serait capable de négocier le renflouement des caisses de l'État avec le Fonds monétaire international. Je vous rappelle que le Sri Lanka est dans un état de faillite, mais pas certain en revanche que cela vienne à apaiser les tensions dans le pays. Des voix s'élèvent déjà pour contester cette éventuelle nomination, car Ranil Wickremesinghe souffre d'un manque cruel de soutien populaire. Sa formation politique, le Front, le Parti national uni, autrefois puissant, n'a qu'un seul siège de député au Parlement. C'est d'ailleurs le sien. Il va devoir donc convaincre les députés des autres partis politiques de se rassembler autour de lui pour former une coalition et un gouvernement d'union nationale. Et ce n'est pas gagné, car il y a un autre prétendant au poste de Premier ministre du pays. C'est l'actuel chef de l'opposition, Sajid Premadase, un ancien allié d'ailleurs de Wickremesinghe. Premadase, qui est également très connu des Sri Lankais. Il est également issu d'une dynastie politique. Son père a été à 2 reprises Premier ministre. Il a également été président. Il a d'ailleurs été assassiné au début des années 90 lors de la guerre civile. Et Premadase, lui, se dit donc prêt à endosser ce rôle de Premier ministre si et seulement si le président Rajapakse démissionne, une condition que le principal intéressé n'est pas prêt de répondre, à laquelle il n'est pas prêt de répondre.
À la tête d'un pays en ruine et d'un exécutif secoué par la colère du peuple, le président acculé s'exprime enfin. Je travaille à la formation d'un nouveau gouvernement cette semaine pour contrôler la situation actuelle et empêcher le pays de sombrer dans l'anarchie. Je vais également amender la Constitution afin que le Parlement ait plus de pouvoir. Les forces armées et la police ont reçu l'ordre d'appliquer strictement la loi contre tous les fauteurs de troubles. Autorité et réforme, suffisant pour dissiper les doutes, calmer la colère? Pas sûr. Nous attendions à plus de clarté. Il n'a fourni aucune réponse. Il y a encore des pénuries de carburant, des pénuries de produits essentiels et d'électricité. Donc tant que ces besoins de base ne seront pas satisfaits, le discours du président sera sans effet. Juste avant ce discours, le gouverneur de la Banque centrale annonçait que l'économie du pays était en passe d'atteindre un point de non-retour. Autrement dit, la faillite. En attendant l'arrivée d'un nouveau Premier ministre, les Sri Lankais vont continuer à vivre entre deux coupures d'électricité, les pénuries, un couvre-feu et la présence partout de militaires qui ont désormais l'autorisation d'ouvrir le feu sur les émeutiers. C'est la 6e fois qu'il prête serment. À 73 ans, Ranil Wickremesinghe prend de nouveau les fonctions de Premier ministre. Sa mission, mettre un terme à la terrible crise économique et sociale que traverse le pays. Nous avons besoin de l'aide d'autres pays et du Fonds monétaire international. Nous voulons que notre peuple puisse de nouveau avoir 3 repas par jour. Depuis plusieurs semaines, le Sri Lanka est à feu et à sang. Des pénuries généralisées ainsi que des coupures d'électricité ont provoqué des manifestations meurtrières sur l'ensemble du territoire. Selon la police, les affrontements ont fait au moins 9 morts et plus de 225 blessés. Mahinda Rajapaksa, ex-premier ministre, a été contraint à la démission en début de semaine. Caché sur une base navale, le frère du président assiégé, Gotabaya Rajapaksa, a adressé ses félicitations à son successeur. Une proximité qui fait grincer les dents de l'opposition. Ce Ranil Wickremesinghe est toujours le sauveur des Rajapaksa. Il prend toujours le pouvoir pour leur protection. Ils se protègent tous entre eux. Cela va à l'encontre de la volonté du peuple. Nous voulons dire publiquement que le président nomme une personne rejetée par le peuple et non une personne indépendante. Dans ce contexte, le nouveau Premier ministre doit former un gouvernement d'union avec le soutien de tous les partis siégeant au Parlement, qui compte 225 députés.
wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit. Moi, sur les images que vous venez de voir là, moi j'ai vu bien pire. C'est-à-dire ? Là, vous voyez, j'ai mon téléphone ici, j'ai une dizaine de vidéos que j'ai toujours pas encore remis aux services compétents avec des crimes de guerre atroces. Ces crimes de guerre, moi j'ai été témoin, j'ai été sur place une quinzaine de jours, ont été commis par les militaires ukrainiens Azov. Je vais vous décrire un petit peu les vidéos que j'ai, sinon je ne me permettrai pas de parler. Vous avez donc des assassinats de militaires russes qui se sont préalablement rendus et qui avaient les mains liées. Vous avez bien pire, vous avez des militaires russes qui se sont rendus, qui ont été capturés, qui arrivent par des camionnettes, par plusieurs camionnettes civiles. Ils sont 3-4 militaires dans des camionnettes. On les fait descendre un par un. On demande qui est l'officier, qui est l'officier. S'ils ne répondent pas, enfin, qui répondent ou qui répondent pas, chaque militaire russe sur ces vidéos que j'ai qui descendent de ces camionnettes, ils se prennent tous une balle de Kalachnikov dans le genou. Tous. De la part du régiment Azov. De la part du régiment Azov. Toutes les autres personnes qui vont régiment répondre... Azov qui combat contre les Russes, notamment dans le Donbass, dans la région du Donbass. Exactement. Je vais continuer. La mer d'Azov. Les personnes qui répondent « c'est moi l'officier », une fois sur deux, se prenaient une balle dans la tête. Vous êtes en train de dire que les crimes de guerre, il y en a des deux côtés. Exactement. Ça je vais pas à des exécutions sommaires, quoi, en fait, c'est ça. Exactement. Moi, j'ai été sur place. J'ai même une autre vidéo. Moi, j'y étais en tant qu'humanitaire médical avec des auxiliaires sanitaires. Des vidéos que vous avez tournées vous-même ? J'en ai qui sont tournées par moi-même et j'en ai d'autres qui ont été récupérées par des militaires ukrainiens qu'ils ont filmé eux-mêmes parce qu'en fait. Elles sont authentifiées, on est sûr de. Alors authentifiées, pour l'instant, pas par un organisme ou quoi que ce soit, mais qui vont l'être. Et je pense que ça passera sur votre chaîne d'ici peu. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que moi, j'ai été témoin moi-même, et en plus de ça, j'ai les preuves sur ce que j'avance, de militaires russes qui ont été exécutés d'une balle dans la tête froidement, des dizaines et des dizaines. Je vais vous raconter un exemple. Donc, je suis avec des militaires Azov depuis 3 jours. On est là pour donner des médicaments. On a donné du matériel dans des hôpitaux. Dans quelle région ? Au niveau de Boutcha, sur l'ouest de Boutcha. Il y a plusieurs semaines. À ce moment-là, on arrive sur un théâtre qui venait d'avoir lieu. On arrive sur le côté et on voit 3 militaires russes grièvement blessés, avec beaucoup de sang, etc., qui étaient toujours vivants. Donc nous, on veut intervenir pour pouvoir, si vous voulez, faire un soin, etc. Eh ben, on nous a interdit, les militaires Azov nous ont dit non, vous ne les touchez pas, vous n'avez pas besoin de les toucher. Donc nous, on insiste. Ils refusent une deuxième fois et juste après... la première personne qui est en face de moi se prend 2 balles de Kalachnikov par la personne qui a refusé. Le militaire russe est toujours vivant à ce moment-là. Il est en train d'agoniser. On l'entend sur la vidéo que j'ai en train d'agoniser. Je lui dis qu'il est toujours vivant. Le militaire Azov reprend sa Kalachnikov et lui met une balle dans la tête. Il l'achève. Voilà. Donc tout ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, j'ai toutes les vidéos. D'accord. Donc je me permettrai pas de dire... Vous êtes en train de dire que ces crimes de guerre existent aussi du côté ukrainien. Bien sûr. Moi, alors bien sûr, au moment où j'étais là principalement pour venir en aide aux réfugiés, aux femmes et enfants, qu'on en a sauvé des dizaines et des dizaines. À côté de ça, on a des militaires ukrainiens qui sont venus nous demander des médicaments et de venir nous demander des soins. Ce qu'on a fait. Sauf qu'en fait, après, quand on arrive sur des théâtres de guerre au niveau de Boutcha où j'étais, on tombe sur des militaires russes qui sont blessés, on nous refuse de les soigner et on les abat froidement devant nous. Après, je tombe sur des scènes, sur des militaires, des très jeunes militaires, 18-19 ans. Militaires ukrainiens. Russes, des militaires russes qui se sont rendus, donc qui sont capturés, mains liées, on les sort des camionnettes. Vous en avez une dizaine par terre avec une balle dans le genou et tous les autres qui arrivent à la suite se prennent tous une balle à la suite, en fait, dans le genou. Moi, sur place, j'ai été témoin de crimes de guerre. J'ai vu beaucoup de crimes de guerre. Les seuls crimes de guerre que j'ai vus pendant les jours où j'étais sur place ont été perpétrés par des militaires ukrainiens. Et non pas par des militaires russes. Ce qui ne veut pas dire... Ce qui ne veut pas dire exactement, j'allais y venir, qu'il n'y a pas de crimes de guerre russes, mais il y en a aussi au niveau ukrainien. Vous avez assisté... Et on n'en parle pas. Ouais. C'est ça, moi. Quand je suis rentré en France, j'ai été extrêmement choqué, même des personnes qui sont invitées sur les plateaux télé à droite à gauche. 80% de ces personnes-là ne sont pas allées
au moment où il y a la guerre et se permettent de parler, etc. Ça m'insupporte. Parce que entre ce que je vois et ce que j'entends sur les plateaux télé et ce que j'ai vu sur place, il y a une autoroute. Pour moi, c'est abominable. Je vais par exemple parler des militaires Azov. Les militaires Azov, à la base... Mais vous avez vu où ils sont partout? Ils sont partout. Ah, pas seulement à Azovstal, ou etc. Même à Lviv. Ils sont même à Lviv, à l'ouest. Oui. Ils ont leur scratch, avec vous savez, le beau scratch néo-nazi, ça se tient aussi à le dire, pour moi, ce qui me choque énormément, c'est que l'Europe donne quand même de l'armement à des militaires, pour moi, néo-nazis, avec un sigle néo-nazi. On n'en parle pas, il suffit de regarder, c'est un ancien sigle SS qui est brandi partout en Ukraine. Et ça partout, et on le voit partout. Partout, et ça ne pose aucun problème. Moi, j'ai travaillé avec ces gens-là, je leur ai donné des médicaments, etc. Vous savez quelles étaient leurs conversations devant moi? Parce que je comprends un petit peu l'ukrainien et le russe, et beaucoup parlent anglais. Ils rigolaient de se dire que s'ils croisaient des juifs ou des noirs, qu'ils les dépeceraient. Ah, carrément. Voilà ce qu'ils disaient devant vous. Voilà ce qu'ils disaient devant moi, et c'était leur conversation qui les faisait vachement rigoler. Voilà ce qu'ils disaient sur les juifs et sur les noirs. Ну, возвращается, порядок наводится. Вот для начала у нас уборка проводится. Я так понимаю, будет строиться. Надеемся, будет какой-то комплекс построен, особенно для наших деток. Мы ждем этого и надеемся, что будет все у нас хорошо. Запускаются какие-то работы, это железная дорога начинает работать, это Белый дом у нас работает, какие-то социальные работы, магазины открываются, рынок у нас уже запускается, работает, так, частичка, кусочек. Садик у нас открылся один, школа у нас 5-я работает, дети ходят. Thank you very much, Mr. President. Once again, there are attempts to divert the discussion and to move the focus from the subject that we initially raised and to mix together chemical and biological weapons. Colleagues, these are different things. President, you talked about both, but we are talking about specific facts that we have uncovered and in specific documents that indicate that biological laboratories in the Ukraine and working with the United States, so carrying out biological programs, we have distributed several hundred documents. There is specific data there, specific cases, specific companies, specific people. If you think this isn't enough evidence, then what is evidence to you?
You don't answer our questions, not only within the Security Council. In our statement, we already said that the United States hasn't provided any information or clarifications about the nature of the real aims of its biological activities in Ukraine, including within the preparatory conference for the 9th Review Conference for the BWC in Geneva, which is a specialized forum. You're trying to pretend that nothing serious is happening. But unfortunately, that it is happening. And we want clarifications from you. We've mentioned which mechanisms we might utilize. We won't leave this subject. Your attempt to turn our specific objections to you and our specific questions into a common pathology in talking about Russian propaganda won't work. You'll have to provide specific clarifications about the criminal activity that you're involved in. Thank you. There is also evidence of the direct involvement of the political establishment in the United States in financing the military and biological activities in Ukraine through subcontractors from the Pentagon, such as Black & Veatch and Metabiota. The aims, however, were far from scientific. In a letter from the Vice President of Metabiota, in particular, it says that its aim in Ukraine was to guarantee, and I quote, the cultural and economic independence of Ukraine from Russia, end quote. To put it mildly, this is an unusual objective for a biotech company. Ces sanctions ont largement provoqué la crise mondiale. Leurs auteurs, guidés par des ambitions politiques gonflées à courte vue, par la russophobie, sont plus susceptibles de nuire à leurs propres intérêts nationaux, à leurs propres économies et au bien-être de leurs citoyens. Selon Poutine, les pays occidentaux ont cherché à maintenir leur domination mondiale au détriment du reste du monde, citant les risques de famine et de flambée des prix des biens dans certains des pays les plus pauvres du monde. Il a également exprimé sa confiance dans une économie russe résiliente, avec le redressement du rouble, un ralentissement progressif de l'inflation et une récolte record attendue cette année en Russie. Selon les experts, une bonne récolte est attendue cette année. Bien sûr, ce sont des estimations préliminaires. Mais tout de même, la récolte de céréales pourrait atteindre 130 millions de tonnes, dont 87 millions de tonnes de blé. Si cela se produit, et nous y comptons, alors cela deviendra un record dans toute l'histoire de la Russie. Poi me la deve fare, le vite me la deve fare, insomma le vite da subito.
Le dirigeant nord-coréen, visage masqué, l'image est inédite. Elle est diffusée par la télévision d'État. Entouré des membres du bureau politique, jeudi, Kim Jong-un a décrété l'état d'urgence et un confinement national. Le site de l'agence de presse officielle donne plus de détails. 18 000 nouveaux cas de symptômes de fièvre ont été signalés en l'espace d'une journée le 12 mai et environ 187 800 personnes sont actuellement soignées et isolées. Sur 6 personnes décédées, l'une d'entre elles a été testée positive au Covid-19. Jusqu'ici, Pyongyang se vantait de sa capacité à faire face à l'épidémie. Aucun cas n'avait été signalé à l'OMS. Le pays avait fermé ses frontières dès janvier 2020, des restrictions brièvement assouplies en début d'année. Selon des experts, le virus se serait propagé lors de ce gigantesque défilé militaire organisé pour le 90e anniversaire de l'armée populaire révolutionnaire de Corée, le 25 avril, alors que le variant Omicron faisait rage en Chine voisine. La situation est d'autant plus inquiétante que le système de santé de la Corée du Nord est extrêmement fragile et que le régime a refusé les offres de dons de vaccins de Pékin, Moscou et de l'OMS. Ils ont peut-être signalé les cas confirmés intentionnellement pour reconsidérer leur décision concernant l'obtention des vaccins alloués par COVAX ou recevoir une aide internationale. Pyongyang acceptera donc peut-être l'aide que lui propose la Chine. Jeudi, juste après l'annonce de cas confirmés, la Corée du Nord a procédé à des tirs de missiles balistiques. À cause du Covid, de nombreux citoyens nord-coréens ont peur et il y a de fortes chances que l'ambiance sociale stagne. En fait, la Corée du Nord est susceptible de précipiter des essais de missiles ou nucléaires pour remonter le moral des citoyens nord-coréens. Le moment est aussi propice à une démonstration de force. Joe Biden est attendu à Séoul vendredi prochain. 2 jours après l'annonce du premier cas officiel de Covid-19, la Corée du Nord fait état de 27 décès liés au virus. Selon l'agence de presse d'État, le nombre de personnes infectées entre fin avril et le 13 mai dépasse les 500 000. Pyongyang avait annoncé jeudi son premier mort, aussitôt des mesures de confinement strictes ont été ordonnées dans tout le pays. Après avoir présidé une réunion d'urgence sur le sujet, le dirigeant Kim Jong-un est apparu pour la première fois portant un masque. Le système de santé du pays est considéré comme l'un des pires au monde et il pourrait avoir du mal à surmonter une épidémie d'ampleur. En outre, aucun des 25 millions d'habitants n'a été vacciné contre le coronavirus. Le régime avait repoussé toutes les offres de vaccination de l'OMS, de la Chine et de la Russie. Depuis 2 ans, aucun cas n'avait été officiellement signalé dans le pays, une affirmation mise en doute par certains experts.
j'espère que les gens vont me respecter dans ma décision. C'est mon choix, donc je me suis d'être une bonne personne au lieu d'une choisance égoïste qui vont juste respirer son petit air frais tellement important. Puis j'aimerais ça que ces psychopathes narcissiques-là respectent mon choix. Je mérite pas de me faire insulter. C'est pas parce que pendant 12 ans, j'ai le bonheur crié à peine des milliers de infantilisés et de méprisés que là, je peux pas en revenir et passer à d'autres choses. C'est fini les complotistes, on pouvait le mais c'est pas une raison pour insulter une bonne personne comme moi. Je suis respectée maintenant, vous les anti-sciences extrêmes, vous les gens intelligents et parfaits, chacun dans notre choix. Moi, je vais la respecter. Je vais vous faire des Le scénario le plus probable, partagé par la communauté scientifique, c'est qu'il y aura d'autres variants, mais issus vraisemblablement d'Omicron, donc le BA1, BA2, BA4, BA5, qui sont en circulation actuellement en Afrique du Sud, et donc contre lesquels nous pouvons lutter avec l'immunité que nous avons acquise, mais qui nous feront peut-être nous poser la question d'un rappel vaccinal l'automne prochain, si jamais une vague devait émerger. Est-ce que ce sera un rappel de toute la population? Est-ce que ce sera un rappel des populations fragiles uniquement? Je n'ai pas la réponse à cette question parce que je ne sais pas encore à quels variants nous ferons face, à quel moment et quel sera l'état d'immunité de la population. Retenez le message, c'est que les choses s'améliorent, qu'on a acquis toute l'expérience nécessaire, qu'on a tous les outils pour lutter efficacement contre cette pandémie. Nous sommes actifs, nous allons garder tous les leviers de sécurité nécessaires pour ne pas nous exposer à des risques de vagues épidémiques. Et ensuite, nous regarderons avec l'ensemble de la communauté internationale si des nouveaux variants devaient émerger et faire poser d'autres questions que celles que j'ai abordées devant vous. Ça n'a pas été annoncé, mais c'est dans les logiciels des infirmières et des médecins. On va aller jusqu'à 10 doses de rappel. Oh non. Non. Alors, je vous donne un scoop. J'ai eu une info. J'ai une personne bien placée qui fait des vaccins, qui a reçu son nouveau logiciel. Et en fait, là, on est à un rappel de 4 doses et on va aller jusqu'à 10. Mais c'est pas possible. Ça sera, bien sûr, un rappel tous les 3 mois. Non, alors moi j'ai une autre info. Peut-être vous avez raison, mais j'ai une autre info. Ils essaient de trouver un seul vaccin. Pour l'instant, il n'y a pas. Qui serait une fois par an pour le moment. Non, mais là, pour l'instant, dans les logiciels, je vous le dis, c'est un rappel tous les 3 mois. Donc, pour aller jusqu'à 10. Donc, pour résumer, voilà, donc c'est 20 pages où on impose aux États membres de réfléchir à une politique nationale vaccinale qui savent déjà à l'avance qu'il va y avoir une nouvelle pandémie cet hiver
et que du coup, le point noir, c'est les non-vaccinés et les enfants. Et donc, on voit bien dans ces écrits qu'ils ont un calendrier très précis. On nous impose, alors que normalement, le Parlement, c'est le lieu de la démocratie, c'est le lieu du débat, c'est le lieu de l'échange. Et on nous fait bien comprendre que tout discours divergent ne sera ni entendu, ni écouté. Donc pour moi, l'objectif est ailleurs. Comme je le dis, c'est de contraindre les gens à rentrer dans un système de traçage, de contrôle, d'exclusion et pouvoir, c'est facile à un gouvernement après de dire voilà, ceux qu'on le passe, ils ont le droit de faire ci, ceux qu'on ne pas le passe, on n'a pas le droit de rien. Et il se retranche sur la crise, il se retranche sur le mot pandémie, qui permet en fait d'oublier l'état de droit. Die Masters of Germany Actionfiguren sind da. Hol dir jetzt die exige Angela Merkel. Aus der Hohlerde beherrscht sie dank Reptiloidenkraft zusammen mit ihrer Geheimregierung die Flacherde. Rautenpower! Aktiviere den Echsenschwanz und lege ein Seibeit-Ei. Wir schaffen das. Die Angela Merkel Echsenfigur. So regierst du für immer. Neu, vom Browser Ballett. Was soll denn das? Ich hab doch nur den Text vorgelesen. Lassen Sie los! Wo bringen Sie mich hin? The vaccination rate for COVID in Africa remains low. The World Health Organization says only 1 in 6 adults are vaccinated in Africa. COVID fatigue and a reluctancy to being vaccinated are the reasons for the low vaccination numbers. Logistical issues in African countries also account for the low number. If Aspen's vaccine production facility closes down, it will exacerbate these problems. In the short term, probably not that much, because it appears as if most of the vaccine that people's actually been taking has been coming from Europe. However, long term, I truthfully believe that the continent needs to be able to manufacture its own pharmaceuticals and vaccines. And what we saw at the original start of COVID was that the numbers coming to Africa was incredibly low. Aspen invested 3 billion rand to set up the vaccine production facility. Vaccine production here in Nelson Mandela Bay is very critical in terms of assisting the continent as a whole to deal with this pandemic, and it's been very disappointing, I think, when you look at the statistics and you see how vaccination rates have declined, and also where people are not going for their booster shots. And we really need to encourage people to go out there and get vaccinated so that we can get some kind of normality back. Aspen says they do not have any plans to close down any plants. They say they have full capacities for the production of Aspenovax and that the production line will remain open for orders. Previously, this plant was used for the production of anesthetic medication. Aspen says that the plant can always be reverted back if deemed necessary. Kim Daniels, SABC News, Gqeberha. Mais l'autre piste, la dernière dont je veux parler, c'est pas la seule, mais c'est une piste au niveau génétique. Et là, il y a des publications dans la revue Nature, entre autres, qui est une revue très crédible, qui ont étudié certaines protéines, OAS1, entre autres. Et cette protéine-là, elle descendrait de l'homme de Néandertal, donc de cette époque-là. Et il y aurait un certain pourcentage d'Européens, Eurasie, du côté de l'Asie aussi, mais des gens aussi qui ont, bien sûr, immigré du côté de l'Amérique, mais qui seraient porteurs d'une augmentation de cette protéine-là. Et ça aurait vraiment un effet protecteur contre la COVID, autant au niveau de la gravité, la ventilation, les décès et même la sensibilité à la maladie. Donc, ça expliquerait pourquoi ces gens-là n'attrapent pas la COVID. Alors, il y a beaucoup de recherches qui se font actuellement et je pense qu'on va en apprendre beaucoup plus. Et bien sûr, ce seront des pistes pour trouver des médicaments qui interviendraient à ce niveau-là, qui aideraient à potentialiser. Pouvoir nous répondre
répondre. Hein. Vous publiez, Bill Gates, comment éviter la prochaine pandémie chez Flammarion. On vient de le voir, hein, les complotistes du monde entier vous accusent quasiment d'avoir fabriqué l'épidémie de Covid, dont on n'arrive toujours pas à se défaire. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ça vous fait sourire? Ça vous inquiète? Vous balayez ça d'un revers de la main? Je dirais deux choses. Tout d'abord, c'est très étrange, je ne m'y attendais pas. Et j'ai dépensé des milliards sur les vaccins pour sauver des millions de vies. Et maintenant, ils ont complètement retourné la situation en disant que je gagne des milliards pour tuer des gens. En tuant des gens. D'une certaine manière, c'est assez humoristique, mais c'est aussi problématique. Ça décourage les gens qui pourraient prendre le vaccin et c'est notre meilleur outil pour empêcher des morts. Et dans ce cas-là, ça devient quelque chose de tragique et j'aimerais que les faits soient mis en avant. C'est un excellent vaccin et nous essayons de faire de notre mieux pour sauver des vies. Microsoft co-founder Bill Gates announced via Twitter on Tuesday that he has tested positive for COVID-19 and is experiencing mild symptoms. He further announced that he is isolating himself till he recovers. In another tweet talking about his vaccination, he wrote, "I am fortunate to be vaccinated and boosted and have the access to testing and great medical care." Bill Gates has been a very vocal proponent of the pandemic mitigation measures and has been very active in promoting access to vaccines and medications in poor countries. The Gates Foundation in October said that it will spend $120 million to boost access to generic versions of drug maker Merck's antiviral COVID-19 pill for lower-income countries. The Bill and Melinda Gates Foundation, based in Seattle, is the most influential private foundation in the world with a funding of about $65 billion. Till now, United States has reported 83,778,760 COVID cases, and currently the number of active cases stand at 226,646. Bill Gates recently released a book, How to Prevent the Next Pandemic, which offers insights into how the tech billionaire and global health leader believes the world should prepare for global health crisis. New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern has tested positive for COVID-19 and has moderate symptoms. That's according to a statement from her office on Saturday, which said Ardern began showing symptoms on Friday evening. Her partner Clark Gayford and their daughter both tested positive earlier in the week. Ardern is now required to isolate until the morning of May 21st and will undertake what duties she can remotely. She will not be in Parliament for the government's emissions reduction plan on Monday and the budget on Thursday. Deputy Prime Minister Grant Robertson will address the media in her place on Monday. In the statement, Ardern said she was gutted to miss what she called the government's milestone week. But she added that, quote, "Isolating with COVID-19 is a very Kiwi experience this year, and my family is no different." Today represents a significant milestone in our recovery plan. On Wednesday, Ardern announced New Zealand would fully reopen its international borders on August the 1st. The country's had some of the strictest COVID measures throughout the pandemic and one of the lowest death rates in the world. Augmentation des cas de Covid-19 à Shanghai signalée par les autorités sanitaires chinoises. Malgré la politique zéro Covid mise en place par le régime et le confinement strict imposé aux habitants de la ville depuis plusieurs semaines, près de 200 nouveaux cas ont été répertoriés vendredi à Shanghai, sur les quelques 250 au niveau national. Cette école a été transformée en hôpital temporaire début avril pour les patients atteints de la Covid.
Avec la baisse du nombre de cas à Shanghai, le dernier des patients ici a été renvoyé chez lui la semaine dernière. Cependant, avant que l'école ne soit à nouveau remplie des rires des élèves, une étape très importante doit être franchie, la désinfection. Le premier cycle de désinfection sera effectué à l'intérieur de l'hôpital temporaire et le résultat sera évalué par la suite. Sur cette base, nous procéderons au deuxième cycle de désinfection sur l'ensemble du campus après avoir retiré certaines des cloisons. Nous avons suivi l'équipe de désinfection et sommes entrés dans le lieu où plus d'un millier de patients atteints de la Covid ont été traités. Nous devons porter un équipement de protection complet car l'endroit est toujours considéré comme risqué avant la fin de la désinfection. Le gymnase de l'école a été isolé et utilisé comme zone principale pour traiter les patients atteints de la Covid. C'est la zone la plus importante pour la désinfection. Les membres du personnel se trouvant derrière moi procèdent à ce qu'on appelle la désinfection terminale, qui est généralement effectuée lorsqu'un espace a été libéré par des patients atteints d'une maladie contagieuse. Afin de minimiser les risques d'inhalation de vapeurs toxiques, l'équipe a utilisé du peroxyde d'hydrogène comme désinfectant de l'air, qui se transformera en oxygène et en eau après un certain temps. Pendant ce temps, la désinfection est également en cours dans d'autres bâtiments où aucun patient positif à la Covid n'a été traité. Pour ces pièces, l'équipe utilise une méthode beaucoup plus douce avec un désinfectant à plus faible concentration. À l'intérieur de l'école, nous pulvérisons et essuyons principalement les surfaces. Dans le cas de zones telles que les salles de bain, nous ajoutons du chlore dans les tuyaux pour les désinfecter et nous assurer que la zone est sûre. La désinfection n'est que la première étape vers la réouverture d'écoles comme celle-ci. Shanghai a suspendu les cours en personne pour les écoles primaires et secondaires depuis le 12 mars de cette année. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de date précise de retour des étudiants.
有多少？有多少？那个，那管子有多少？人家都生出来了，你都没有得啊！你好，请把手伸出窗外，设举完。你好。你起来往后去。别开门了。你多给我们点一个支付宝，俩人都要饿抽了都。就刚打电话，刚问也没人吱声。发完了吗？一个面包不够吃。哦，太辛苦了。辛苦！哎呦，看你熬的这垃圾啊，干洗都垃圾哦。要洗，哎呀，拿那个手巾干。哎呦。你咋出去的？你咋出去的？这他妈倒费事了！看做一核酸多长时间？如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。
也给他们一做核酸来了，安全为主，给他们一做核酸。来，大花脸色核酸啊，要不着，没事。这里边，你别松手啊，哥。没人要不着。给小龙虾做抗原啊！正好11块1万个，正好13。做个酸来，张嘴。如果下次遇见你，希望是在晴天里，要对你说的话，想来想去是你我的记忆，就算远远的距离，也要紧紧把。消杀呢啊！看这个消防车开始，整个马路开始消毒呢，全部消毒。整个马路消毒。Le chef de l'Organisation mondiale de la santé, ou OMS, semble être censuré en Chine. C'est après avoir fait des commentaires remettant en question la politique du pays de zéro Covid-19. Lorsque nous parlons de la stratégie zéro Covid, nous ne pensons pas que cela soit viable compte tenu du comportement du virus et de ce que nous prévoyons maintenant pour l'avenir. Tedros a fait ses commentaires lors d'un point de presse mardi. Il marque un rare cas de division entre l'OMS et les politiques chinois. Et les deux plus grandes plateformes de médias sociaux de Chine, Weibo et WeChat, semblent les censurer. Un hashtag Weibo comportant le nom de Tedros a également été censuré, ainsi que des images de son visage. Selon les médias sociaux, un article en lien a été bloqué sur WeChat et ne peut être partagé. Pékin a répondu à l'OMS lors d'un point de presse le lendemain. Les responsables ont qualifié les commentaires de Tedros d'irresponsables. Le désaccord de Pékin avec l'OMS intervient à un moment curieux. Quelques jours avant la déclaration de M. Tedros, le chef du Parti communiste chinois, Xi Jinping, a promis de maintenir cette politique. Il a ajouté que Pékin allait, je cite, « lutter résolument contre sa désapprobation ». Plus de 300 millions de personnes en Chine sont sous confinement partiel ou total. Confinées chez elles, beaucoup ne sont autorisés à sortir que pour se faire dépister. Dans un certain nombre de régions, des tests de masse sont effectués quotidiennement. Shanghai entame déjà sa 7e semaine de confinement. Pékin durcit également ses règles, ce qui fait craindre aux habitants que la ville ne prenne la même direction que Shanghai.
L'annonce ne laisse place à aucune ambiguïté, alors qu'elle vient de fixer à 3 ans la transition, appelée chronogramme. Avant le retour des civils au pouvoir, la junte a décidé d'interdire toute manifestation politique. Toute manifestation sur la voie publique de nature à compromettre la quiétude sociale et l'exécution correcte des activités contenues dans le chronogramme sont interdites pour l'instant, jusqu'à période des campagnes électorales. Diffusé sur les antennes de la télévision d'État, l'écho de cette annonce a ébranlé les esprits à plus de 350 km au nord-est de Conakry, à la baie. Dans la ville natale et fief imprenable de l'opposant Cellou Dalein Diallo, la décision du CNRD résonne comme une alerte. Ils ont complètement dérapé parce qu'ils ont donné d'abord un chronogramme de 39 mois. Ils savent que ce n'est pas possible, que les gens ne les accompagneront pas dans ça. Et ils ont peur aujourd'hui que les gens sortent pour manifester parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas assis sur un fauteuil présidentiel légal. L'annonce provoque aussi l'inquiétude du FNDC, le front anti-troisième mandat d'Alpha Condé, qui assure d'ores et déjà qu'il ne se pliera pas à la mesure. Nous allons manifester, nous ferons tout ce qui est de notre droit pour vraiment contester ce putsch encore qu'ils sont en train de faire sur le putsch qu'ils l'ont déjà fait. Pour cet analyste, l'interdiction des manifestations risque d'envenimer l'atmosphère politique déjà pesante. Cette décision renvoie véritablement à une sorte de confiscation des libertés publiques, d'autant plus que cette décision n'est pas en adéquation avec la charte qui constitue, disons, une constitution entre guillemets de la transition. Interdire toutes sortes de manifestations jusqu'aux échéances électorales renvoie véritablement à une dictature qui ne dit pas son nom. Le FNDC et les leaders des grandes formations politiques ont annoncé qu'ils ne se soumettront pas à cette interdiction illégale, selon eux, du droit de manifestation et ont menacé de descendre très prochainement dans la rue pour protester contre le délai de la transition. Pour mieux tenter de se faire comprendre, certains scientifiques le comparent déjà à un gigantesque donuts, ces fameux gâteaux avec un trou au milieu. Eh bien, ce gigantesque trou noir, très longtemps fantasmé, est maintenant réalité. Il se trouve à quelques 27 000 années-lumière de la Terre, et c'est la toute première fois que l'humanité découvre à quoi il ressemble. Aujourd'hui, le télescope Event Horizon est ravi de partager avec vous la première image directe du trou noir géant au centre de notre galaxie, Sagittarius A. Les observations d'étoiles en orbite autour de lui ont révélé la présence d'un objet très massif, 4 millions de fois la masse de notre Soleil, mais aussi très faible. Obtenir cette image est une performance magistrale, le fruit d'une collaboration internationale impliquant une dizaine de télescopes répartis tout autour de la Terre. Et leur puissance est telle qu'en travaillant ensemble, ils se transforment en un télescope géant dont la taille serait comparable à celle de notre planète. Sagittarius A est le deuxième trou noir observé et paradoxalement, s'il est le plus proche de nous, il est aussi le plus difficile à détecter. Le gaz dans la galaxie gêne l'image, un peu comme si on regardait à travers une fenêtre dépolie, comme dans une douche. C'est l'un des défis, mais le plus difficile auquel nous avons dû faire face est le fait que le trou noir évolue très vite. Mais surtout, cette photo est la preuve directe qu'Albert Einstein avait raison quand il y a plus d'un siècle, il développait la théorie de la relativité générale.
Dans la nuit de dimanche à lundi, une partie des terriens assisteront à un spectacle céleste rare. La Lune perdra sa brillance et se teintera progressivement en rouge. C'est ce qu'on appelle une lune de sang. L'éclipse totale de la Lune se produit quand le Soleil, la Terre et la Lune sont parfaitement alignés. Ce qui est formidable, c'est que lorsque la Lune est entièrement dans l'ombre, elle paraît rose ou orange. C'est parce que nos yeux s'adaptent à cette lumière plus sombre. En réalité, la seule lumière qui atteint la Lune à ce moment-là est celle qui est diffusée par l'atmosphère terrestre. En France métropolitaine, l'éclipse sera totale en fin de nuit entre 5h29 et 6h54. Contrairement à une éclipse solaire, il n'y a aucun risque à observer l'éclipse lunaire à l'œil nu, mais c'est encore mieux avec des jumelles. La prochaine éclipse de ce genre est prévue en novembre 2022, mais elle ne sera visible que depuis le Pacifique. लकीर पीछे आ जाओ। Yeah.
So earlier tonight, the school board approved a grant application from Rockbridge High School's Gay Straight Alliance Club. GSA will apply for $10,000 from the It Gets Better project for a clothing closet to allow students to express themselves at school. The closet's called Coming Out of the Closet in Style. The GSA Club had the chance to revise its proposal in the past month and present it to the board tonight, and the board approved it. The new proposal that was approved focuses more on the Rockbridge High School community rather than national trends and attitudes. An opponent of the idea says it was exclusive to only allow LGBTQ+ students access the closet. However, in the application, students reiterated that the closet is for everyone. A parent in support of the meeting tonight said GSA has been life-changing for her child. Reporting live in Columbia, Emma Cronin, KOMU 8 News. So I'm here to clarify and speak some truths about what's happening with gender-affirming care in adolescence. Most of the bills that are going through right now aim to limit this care for people under the age of 18. And there's this false narrative that a lot of teenagers are having gender-affirming surgery. Most of the teenagers that are having surgery are getting chest surgery, and most of that is happening before 18 because these individuals didn't have access to early enough medical treatment. So using surgery as sort of this false narrative to attack gender-affirming care as a whole is not correct. The truth is that by limiting access to medical care with some of these bills, you're actually going to cause more people to need gender-affirming surgical care in the future. I'm still really emotional about that video because this year alone I have 3 transgender students who, the reason why I'm getting emotional is because if I contact home or anyone outside of my classroom about these students, I have to use their dead name and their assigned at birth pronouns and stuff because it's not safe for them to be out or their parents have refused to accept them. And the reason why they told me, for some of them, the only reason why they're out in my classroom, they're not even out in other classrooms, is because they saw my they-them mug and my they-them pens. And so it's really emotional. Okay, I would describe xenogenders as a gender that could not typically be described with terms such as masculinity, femininity, neutrality, androgyny, things like that. It's more of not how you relate to a particular gendered experience, but more of how you relate to things. For example, cake gender. I know a few people who personally use this. It's typically described as them feeling light and fluffy or sweet and warm, and it's not something that you could typically describe with the terms masculine, feminine, androgynous, etc. Another example of cake gender would be if someone feels like they have different layers or flavors to their particular gender. You know you're a millennial when you question whether or not it's ethical to bring children into this world. Because of climate change. We don't really know whether or not the world's going to be habitable in 30 years. So why would I bring children into this world? So I've had 2 abortions. Nothing medical. I just find it incredibly morally unethical to bring another human being, another child, into this late-stage capitalistic shit show that is causing the literal extinction of our species in our lifetime. This child that you want born so badly isn't going to live to see 30, and I need you to hear that. I need you to understand it. But enough about climate change. While the rest of us sit back and watch the planet slowly die, and I know we all feel helpless, but there's one thing worth a try. Don't have a baby, don't bring a new life in the world. I know they're cute with their little hands and the way their fingers curl, but don't have a baby. Resist that primal urge to breed, cause give it 10 or so more years and they won't be able to breathe. He needs formula. I just don't understand why it's taking so long. It's May, and this happened in February.
I tried to buy formula on Amazon, at my local CVS, the Target website, and I wasn't able to purchase the same formula that my pediatrician had provided. This would have happened when she was more in the newborn stage. I think it would have been much more stressful. At this point, we're just trying to get through the next couple months, and then we can transition her onto milk. I think about like the parents where, you know, maybe their baby has to take like a certain like sensitive formula or something very specific, and if they can't find that, like I've seen that on Facebook where people are very desperate because they need that one specific brand or type and they can't get it. President Biden has directed the administration to work urgently to ensure that infant formula is safe and available for families across the country during the Abbott Nutrition voluntary recall. This is work that's been underway for months. Today, President Biden spoke with retailers and manufacturers, including the CEOs of Walmart, Target, Reckitt, and Gerber, to call on them to do more to help families purchase infant formula. Undermining Christianity is the central project of the left because it stands in their way. As dozens of churches burned across Canada last summer, the country's Prime Minister, Justin Trudeau, refused to condemn the fire bombings. He called them, quote, understandable. Then the head of Canada's ACLU effectively endorsed the fire bombings. Burn it all down, she wrote. And now we're seeing it happen here, as we knew it would. Anthony Fauci, I don't know if you saw this, he was invited to lecture graduates about the dangers of untruths at the University of Michigan this weekend. Listen to what he said. As you graduate and take the place in the wider world that will be yours to shape, do not shrug your shoulders and accept the normalization of untruths. Because if you do, lies become dominant and reality is distorted. Wouldn't you just be so jubilant, tossing your little cap up in the air after listening to that guy, Senator? Well, but here's the interesting thing. It's the same argument as the disinformation board. We have to decide what is true and what is not true. So, for example, I think that Dr. Fauci has promulgated untruth. He has normalized untruth. Number one,
He has said that COVID treats every age the same, and the treatment should be the same whether you're 10 years old or 80-year-old. Everybody should get vaccinated 14 times. He's also said that masks work everywhere, and they don't really work in public. But he's also gone one step further, and he says another untruth, which is that booster vaccines should be given to adolescents. There's now a significant amount of scientific data and studies, including large multi-million person studies, showing that you have an increased risk for an inflammation of the heart the more vaccines you give young people. We combine that with the fact that 75% of young people have already been infected. He discounts this completely and says, oh, you should never even be tested to see if you've had COVID. Well, I think that would be the logical thing you would do. So the biggest purveyor, I think, of untruths right now in public health is Dr. Fauci. So when someone says we're going to stop disinformation, well, they can't even agree to what the truth is. That's why we have a debate, a robust debate, scientists debate, journalists debate, politicians debate. We arrive at the truth through disputation. Anybody who says we can do it by edict is somebody completely unaware of the idea and the concept of freedom of speech. Did you see the... Ready? Boom. Elon Musk a déclaré qu'il annulerait l'interdiction de Twitter imposée à l'ancien président américain Donald Trump s'il concluait l'accord pour acquérir la société de médias sociaux. Je pense effectivement qu'il n'était pas correct de bannir Donald Trump. Je pense que c'était une erreur parce que cela a ostracisé une grande partie du pays et n'a pas eu pour résultat final que Donald Trump n'ait pas de voix. Il a déclaré que l'interdiction de Trump par Twitter était une décision moralement incorrecte et stupide à l'extrême. Je pense que les interdictions permanentes nuisent fondamentalement à la confiance dans Twitter en tant que forum où chacun peut exprimer son opinion. S'exprimant virtuellement lors d'un sommet sur l'avenir de la voiture organisé par le Financial Times mardi, Musk a déclaré que son dégoût pour les interdictions permanentes est partagé par le cofondateur et ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey. Lui et moi sommes du même avis, c'est-à-dire que les interdictions permanentes devraient être extrêmement rares et vraiment réservées aux personnes qui essaient de, pour les comptes qui sont des bots ou des comptes de spam d'escroquerie, où il n'y a juste aucune légitimité au compte du tout. Le milliardaire patron de Telsa a également évoqué sa volonté de renforcer la confiance des utilisateurs de Twitter par la transparence. Je pense que la façon de faire est d'ouvrir l'algorithme afin que tout le monde puisse voir comment il fonctionne et suggère des améliorations. Je mettrai littéralement l'algorithme de Twitter sur GitHub et dirai « Hey, quelqu'un veut-il suggérer des changements à cela? S'il vous plaît, allez-y. » Il a déclaré que Twitter doit maintenant équilibrer la colère. Twitter doit être équitable et être, vous savez, je pense, comme je l'ai dit publiquement, la victoire serait que les 10% les plus à droite et les 10% les plus à gauche soient contrariés de la même manière. Musk a rencontré le chef de l'industrie de l'UE, Thierry Breton, au Texas lundi et a déclaré qu'il était d'accord avec les contours d'une nouvelle loi de l'Union européenne censée faire la police du contenu illégal et stimuler la transparence des plateformes de médias sociaux. Je pense que nous sommes tout à fait du même avis. Et vous savez, je pense que tout ce que mes entreprises peuvent faire qui serait bénéfique à l'Europe, nous voulons le faire. Musk a accepté un accord de rachat de 41 milliards d'euros avec le conseil d'administration de Twitter le mois dernier, et son rachat devrait être finalisé plus tard cette année. Elon Musk annonce suspendre le rachat de Twitter. Suite aux propos du multimilliardaire, l'action du groupe s'est effondrée de 20% à la bourse de New York. New York, où nous attend Elisabeth Guedel. Bonjour Elisabeth. Quelle mouche a donc piqué Elon Musk ? C'est toujours difficile de savoir avec Elon Musk, mais il semble négocier publiquement le rachat de Twitter. Il a donc annoncé par tweet qu'il suspendait son offre d'acquisition pour attendre, dit-il, la confirmation que le nombre de faux comptes et de spam ne dépassait pas 5% de l'ensemble des comptes de Twitter. C'est important pour la pub, pour la rentabilité du réseau social. Cette annonce a fait chuter l'action Twitter. Du coup, Elon Musk a relancé un autre tweet
tweet pour dire qu'il confirmait bien qu'il restait acheteur. Il est vrai que sa situation financière a beaucoup changé depuis l'annonce du rachat de Twitter il y a 10 jours. Les actions Tesla ont baissé, l'action Twitter également. Il en possède plus de 9%. Et donc, il est possible qu'il cherche à revoir à la baisse le rachat de Twitter. Il a proposé 44 milliards de dollars pour le rachat de ce réseau social, un peu plus de 54 dollars l'action, une action qui au moment où on se parle est à 41 dollars. En tout cas, s'il renonce à son offre de rachat, Elon Musk devra payer une pénalité de 1 milliard de dollars et on a les moyens, mais ça va lui coûter cher. Et nous y reviendrons avec vous. Merci beaucoup Elisabeth. Puisque depuis 48 heures, visiblement Joe Biden est très agacé, il est furieux contre les fuites sur l'Ukraine faites anonymement, voilà, par certains membres de son administration au New York Times. C'est la journaliste Laurence Haïm qui nous donne cette information. On est avec elle, journaliste spécialiste des États-Unis, vous connaissez bien sûr, sur LCI. De quoi s'agit-il, Laurence? Bonsoir, merci d'être avec nous. De quoi s'agit-il précisément? Quelles sont ces infos qui ont fuité, qui agacent tant le président américain? Écoutez, ça a fuité et en même temps, il y a eu un briefing de la Maison-Blanche avec la porte-parole Jen Psaki qui a effectivement confirmé que Joe Biden est extrêmement en colère, qu'il n'est pas du tout content, qu'il a téléphoné au directeur de la CIA, qu'il a téléphoné à son ministre de la Défense, Lloyd Austin, en disant lundi dernier, voilà, je suis très en colère, vous devez absolument contrôler les services de renseignement pour qu'il n'y ait plus aucune fuite, parce qu'il y a eu trop de fuites au journal Le New York Times, qui a publié des informations qu'on confiait sous couvert évidemment d'anonymat des agents de renseignement sur ce qui se passe en Ukraine. Alors il y a deux séries d'informations que le New York Times a publiées. D'abord des informations sur le fait que les Américains auraient beaucoup aidé les Ukrainiens à couler le 14 avril dernier un bateau au large de Mariupol. Et puis la deuxième information, c'est que les Américains auraient également aidé les Ukrainiens à tuer
et a capturé des généraux russes. Alors, Joe Biden est furieux parce que d'abord, évidemment, il veut que tout cela, si c'est vrai, reste secret. Et il est surtout furieux, et il l'a dit, et la Maison-Blanche, encore une fois, l'a confirmé, parce qu'il craint la réaction de Vladimir Poutine. Merci beaucoup, passionnant. Laurence. Passionnant, ouais. Merci, la réaction de Vladimir Poutine. Passionnant. Dans un sens, est-ce que c'est pas rassurant de voir que Joe Biden a quand même ses limites? Là, il se dit, c'est dangereux. Mais c'est normal. On a commencé déjà à le dire sur ce plateau hier, en présence de l'ancien adjoint du renseignement français, enfin de coordinateur du renseignement français, en disant que c'est pas normal que les espions viennent sur les plateaux télé, sauf quand ils sont, comme moi, les anciens. Mais les vrais espions ne doivent pas le faire. Et le renseignement, c'est quelque chose qui se consomme dans la douceur et dans le silence. Attendez, vous êtes trop bavard. Laurence Saïm, s'il vous plaît, un peu de calme autour de cette table. Pas vous, madame la députée. Hein. Vous faites ce que vous voulez. On va dire, ça y est, Brunette, inféodée à La République En Marche. Laurence Saïm, c'est vrai que tous ici, nous avions été étonnés de voir que finalement on communiquait allègrement sur les services américains ont donné un coup de main aux Ukrainiens pour abattre, pour couler un bateau, pour toucher ce général dans son bunker. Enfin, on était un peu étonnés. On se disait même, c'est pas très stratégique parce que, ou alors on comprend pas tout, parce que ça va vraiment beaucoup irriter les Russes. Bon, vous confirmez qu'il s'agissait bien, vous l'avez très bien dit, d'une fuite, ce qui est assez incroyable à ce niveau-là de l'État, de la CIA, à ce niveau stratégique. Alors Eric, connaissant bien Washington, je peux vous dire que ça arrive tout le temps à Washington parce que au sein d'une administration, il y a toujours des gens qui sont pas du tout contents de la manière dont le président gère les opérations. Ça s'est passé sous Clinton, ça s'est passé sous Obama où il y avait beaucoup de fuites, ça s'est passé évidemment sous Trump et là ça se passe encore plus sous Biden. C'est cette ville merveilleuse qu'est Washington où on vous fait un beau sourire et puis lorsqu'on n'est pas content, eh bien on prend son téléphone et on appelle sous couvert d'anonymat un journal comme le New York Times pour tout balancer. Alors encore une fois, on est dans une ville en ce moment qui est très sensible aux fuites. Non seulement les fuites sur l'Ukraine que je viens de vous dire, aussi les fuites à la Cour suprême sur l'avortement avec Politico qui a parlé de ça. Et donc d'une certaine manière, eh bien Joe Biden est extrêmement énervé. Il veut contrôler et évidemment un président veut toujours contrôler ce qu'on dit à la presse. Eh bien, Joe Biden veut contrôler ce qu'on dit et il veut absolument avoir une loyauté absolue autour de lui, des fidèles qui ne parleront pas des décisions qui sont prises. Moi, ce que je voudrais ajouter très rapidement, c'est que c'est vrai qu'à travers ces fuites, eh bien, on voit que les Américains aident véritablement les Ukrainiens de manière combative, mais il faut pas être naïf, il y a des millions, des centaines de millions de dollars qui sont en train d'arriver, ça veut dire des armes, des munitions, et ça veut dire aussi des hommes du renseignement américain pour aider les Ukrainiens. Laurent Saïm, dernier petit point, vous qui êtes plus qu'une journaliste, parce que vous avez vraiment vécu de façon quasi symbiotique votre travail de journaliste sur place à Washington, vous connaissez tout ça par cœur. Quel est votre regard sur la façon dont Biden gère cette crise? Et d'ailleurs, quel est le regard des Américains sur le Biden chef de guerre? Alors, Biden gère cette crise de manière très prudente. Ils sont extrêmement pessimistes et c'est vraiment ça, moi, que je retiens. Je trouve qu'il y a vraiment un pessimisme américain. Je suis en Europe en ce moment, vous le savez, on est un peu décalé par rapport à ce qui se passe dans les commentaires ici, par rapport au pessimisme américain sur la crise ukrainienne. Il n'arrête pas, en termes de communication politique, de préparer le public américain à une guerre extrêmement longue, à l'imprévisibilité de ce conflit, à ce que va faire Poutine. Et ça, c'est vraiment le sentiment américain que vous avez lorsque vous parlez à des diplomates. J'ai été très très surprise parce que j'ai parlé avec des gens qui sont assez proches de Poutine et je leur ai dit voilà, sur une échelle de 1 à 10, 10 c'est la catastrophe absolue. En ce moment, où est-ce que vous placez le curseur? Ils m'ont regardé et 3 personnes, ce qui est beaucoup, m'ont dit on place le curseur 7-8 parce qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer avec Poutine. On ne sait pas véritablement comment Poutine va réagir. On ne sait pas véritablement ce qu'il pense. Et donc, il y a véritablement, encore une fois, côté américain, une inquiétude. Maintenant, la manière dont Joe Biden gère les choses, je peux vous dire que oui, il voit les images, oui, c'est très émouvant. Ça leur rappelle surtout la Deuxième Guerre mondiale
détails et un vocabulaire choisi par les communicants de la Maison-Blanche là-dessus. Mais en même temps, bon, Joe Biden, il a d'énormes problèmes en ce moment aux États-Unis avec la Covid, avec une division dont on parle souvent sur les antennes de LCI. L'Ukraine, c'est un dossier sensible, mais pour le moment, Joe Biden, il joue aussi sa survie politique avec les élections de mi-terme qui arrivent en novembre et une campagne d'une violence incroyable qui commence aux États-Unis. Merci beaucoup Laurent Sey, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur toutes ces questions pessimisme donc des Américains. Vous souhaitiez réagir? Oui. Moi je trouve que c'est très intéressant d'avoir le décryptage sur place là, de Laurent Saïm, mais juste une chose quand même pour Joe Biden, je trouve qu'il est un peu gonflé. C'est-à-dire qu'il déclassifie lui-même en parlant énormément de documents. Il dit des choses qu'un chef d'État, normalement, ne devrait pas dire dans une situation normale. Deuxième élément, s'il y a des fuites, normalement, qu'est-ce qui se passe? Il y a des enquêtes pour compromission. Bah oui. Immédiatement, on remonte, je peux vous dire, en France, c'est comme ça que ça se passe. Et les journalistes peuvent être entendus, ça a dû arriver à un certain nombre d'entre nous. Et ça va assez vite, et la remontée d'informations se fait vite. Là, ce qui est intéressant, c'est que Joe Biden communique sur le fait qu'il tire les oreilles des patrons des services de renseignement. Et je pense que l'objectif final, c'est juste d'expliquer aussi vis-à-vis de Vladimir Poutine que tout ça, c'est pas forcément lui qui a cette intention d'essayer de mettre de l'huile sur le feu. Voilà, moi je trouve, je suis juste très étonné quand on voit à la fois, vous savez, vous parliez tout à l'heure du renseignement britannique, globalement, c'est essentiellement sur la base de renseignements américains à l'origine, et donc il y a une communication qui est faite par les Britanniques, et tout ça est quand même organisé. Le renseignement américain n'a jamais autant partagé de documents sans trop de scrupules avec tous les pays d'Europe. Non mais je ne sais pas si vous imaginez la masse de documents qui sont en ce moment envoyés à tous les services de renseignement occidentaux. Les renseignements français passent leur temps à analyser ça. Il n'y a jamais eu autant de notes, autant de documents. Donc ils sont aussi dans cette logique où il lève un certain nombre de filtres. Ouais, mais moi je me demande, c'est peut-être, j'ai peut-être passé trop de temps en Russie et je commence à voir des doubles et des triples jeux partout. Moi je me demande si tout ça, n'est pas volontaire, parce qu'on se rappellera du début de la guerre, de la volonté de publier le renseignement qu'ont fait les Américains. Et là il y a cette grosse fuite. Biden qui se montre publiquement énervé, donc qui en parle encore plus. On aurait tous, nous en tout cas, on l'aurait pas. Moi, j'aurais peut-être pas oublié, mais le grand public aurait oublié cette histoire de fuite au New York Times. Mais non, Biden, il en rajoute. Moi, je me demande s'il n'y a pas un double jeu là. C'est d'un jeu de dire, oh mon Dieu, je suis fâché parce que cette information est sortie, mais en même temps, je suis très content qu'elle soit sortie parce que ça envoie un message à Poutine que nous sommes sur le terrain, nous contrôlons tout. Donc, si vous faites le moindre mouvement pour faire une escalade, que ce soit nucléaire ou chimique, nous, on sait tout. Tout ça est calculé. Donc moi, je me demande si c'est pas calculé. Surtout que c'est lui qui a ouvert le robinet lors de son discours en Pologne en disant on va donner aux Ukrainiens tout le renseignement dont ils ont besoin. C'est Biden lui-même qui l'a dit. Boom, 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 boom. 35 fucking traitors. All of these people should be on your shit list. They're trying to incarcerate Americans like you and me. Thank God for Donald Trump. 35 fucking traitors. 35 fucking traitors. 35 fucking traitors. All of these people should be on your shit list. All of these people be on your shit list. All of these people be on your shit list. They're trying to incarcerate Americans like you and me. 35 fucking traitors. 35 fucking traitors. 35 fucking traitors. All of these people should be on your shit list. 35 fucking traitors. They're trying to incarcerate Americans like you and me. All of these people should be on your shit list. Phantom shadow. Everyone
Everyone loves Phantom Shadow. Phantom Shadow. Thank God for Donald Trump. 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 That's on video. I thought they got it. It's on the video? Wow. Okay. Only a question of will it have the... What a fun. Under my predecessor, the great MAGA king, बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी खड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फट लावली बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी खड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फट लावली बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी खड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फट लावली धीरे धीरे बड़ी चली जो थी चिंगारी छोटी चिंगारी भरी 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 है मन की अलमारी आज अलमारी हुई सतरंगी चाली सतरंगी हुई सतरंगी थी जो ये रात काली खड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फट लावली under my predecessor, the great MAGA king,